J'avais à cœur de travailler les fruits de saison. Donc ça a été le débarrage. Et puis ensuite, j'ai commencé à tirer un trait et je dis bon, ok, la clémentine, ça va être la star de mon dessert. Et je vais travailler en yin-yang. Donc en fait, le yin, quelque chose de très... le yin, c'est féminin, donc c'est doux, etc. Et le yang, quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc le yin, j'ai décidé de me dire qu'est-ce qui va bien avec la clémentine, qui va lui amener de la douceur, la vanille. Et le yang, ça va être la chose la plus puissante, ça va être quelque chose qui va la révéler, ça va être le yuzu. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai rencontré donc Johanna Lepape qui m'a prouvé que la gourmandise pouvait tout à fait être une affaire de bien-être. Championne du monde des arts sucrés en 2014, à l'origine Johanna Lepape se destinait plutôt à une carrière de sportive. Mais finalement, après des études de STAPS, elle part en Australie où elle se découvre une véritable passion pour la pâtisserie. Depuis, elle est passée par plusieurs grandes maisons, comme le Meurice ou les Marquis de la Durée, avant de créer Orae, son atelier spécialisé dans des cours de pâtisserie en ligne pour les particuliers et les entreprises. Comme je l'ai dit, Johanna a particulièrement à cœur de montrer que la pâtisserie de luxe peut tout à fait rester saine lorsqu'on utilise des ingrédients qui sont bons pour la santé, moins de sucre, des farines sans gluten, etc. Et c'était passionnant. Avec elle, j'ai appris, comme vous allez l'entendre, qu'on peut tout à fait utiliser des légumes pour substituer le beurre, les œufs ou d'autres ingrédients en pâtisserie. Elle m'explique comment elle pense ses créations autour de saveurs yin et yang, et enfin elle me livre sa vision de la pâtisserie de demain, qui doit, selon elle, s'inscrire dans une démarche plus saine et plus durable. Bonne écoute! Bonjour Johanna. Bonjour. Ça me fait très plaisir d'être là. Depuis 2018, tu donnes des cours à des amateurs avec les ateliers Orae. C'était quoi ton projet exactement en créant justement Orae ? Alors Orae, c'est un atelier effectivement de pâtisserie comme tu l'as dit, où on donne des cours pour les amateurs et même les entreprises. C'est un peu le cours de pâtisserie dans une version fun, événementielle, conviviale, où on va donc transmettre des belles recettes, des bonnes recettes, des recettes saines, tout en amenant une convivialité, une pédagogie pendant le moment où on aura les clients avec nous. Donc c'est un petit peu différent d'une école professionnelle où tu vas avoir une dimension didactique avec une formation. Là on est vraiment plus sur le spectre de l'événementiel. C'est super clair. Écoute, maintenant en première partie, je voudrais revenir sur ton parcours, mais donc sous le prisme des saveurs. Ma première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance ? Alors moi, j'étais très 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 gourmande petite. J'avais cette faculté aussi de tout aimer. Ça faisait aussi le grand bonheur de mes parents et le grand bonheur de mon petit ventre. Donc moi, j'étais très très sucrée, en plus bec sucré. J'adorais le chocolat et la vanille. C'est des saveurs, je pense peut-être que tous les enfants plus ou moins apprécient. Moi, j'ai navigué dans ces saveurs avec soit des friandises, soit des gâteaux à la maison aux notes de vanille ou de chocolat. Donc ça, c'est vraiment les deux saveurs clés phares de mon enfance. Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif ? Est-ce qu'il y en a un ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je prenais beaucoup de plaisir quand maman faisait ses tartes aux pommes avec cette pâte tarte maison caramélisée. Ça, c'était toujours un bonheur. Les madeleines aussi, quand elle s'y mettait et qu'elle lançait des tournées de madeleine, c'était toujours un vrai bonheur. Ou les cakes également. J'ai beaucoup de souvenirs autour des tartes et des gâteaux de voyage que faisait ma maman parce que c'est vrai qu'elle elle faisait des choses très simples mais qui étaient délicieuses, pas trop sucrées et bien évidemment les crêpes puisque je suis bretonne. Donc j'ai aussi grandi avec ces crêpes à toutes ces sauces, confiture maison. Enfin voilà, on les déclinait en fait avec toute saveur. Donc ça a été vraiment ce qui a bercé, je pense, mon enfance sur le plan sucré en tout cas.
Et c'est quoi la saveur qui te rappelle ton titre de championne du monde des arts sucrés ? Je pense que je dirais le chocolat parce que j'étais quand même dans... Alors moi, pour du coup le mondial, j'avais en charge la pièce en chocolat, les bonbons de chocolat et le dessert assiette. Mais majoritairement parlant, le temps que je passais à faire, à m'entraîner au concours, j'étais dans l'univers du chocolat. C'est d'ailleurs une matière que du coup j'affectionne, que j'ai travaillé, affiné pour toucher l'excellence en tout cas de notre métier. Donc je pourrais dire que c'est le chocolat. Justement, sous quelle forme est-ce qu'on peut la travailler, cette matière ? Alors le chocolat, c'est très intéressant parce que, au-delà de l'artistique, parce que c'est une matière qui peut tout à fait se façonner, qui peut vraiment s'utiliser de plein de façons différentes. On va la travailler en pâtisserie, en ganache par exemple. Pour un bonbon de chocolat, tu vois, il va falloir avoir la technique aussi de faire la coque en chocolat pour avoir ce côté croquant. C'est une matière à la fois qui s'utilise pour des intérieurs, pour des mousses, pour des croustillants, pour des ganaches aussi. On peut l'utiliser, ganache montée. Et puis également, c'est une matière qui peut aussi se travailler toute seule en respectant en fait une courbe des températures qui va permettre de précristalliser le chocolat et donc de donner ce côté croquant. Et donc je trouve que dans cette matière on peut faire beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, et on peut vraiment jouer avec les textures avec juste le chocolat. Oui, et puis en plus le chocolat, quand c'est bien fait et que c'est approprié, ça sert de décor sur un gâteau. Et je trouve que alors je vais le citer bien sûr, François Debinet, mais on se souvient bien de sa tarte noisette où il dépose ce fameux rond de chocolat qu'il fait fondre, qu'il va laisser cristalliser, et en fait le décor est pleinement intégré au visuel et à la dégustation, et donc le chocolat permet tout ça, et c'est en ça que je trouve magnifique, et voilà. C'est vrai. Et c'est quoi du coup la saveur qui est liée à la création d'Oraille ? Bonne question. Je ne sais pas si je l'ai en tête. En tout cas, Oraille, c'est quelque chose de très lumineux pour moi. C'est quelque chose où on passe, tu vois, il y a cette notion un peu spirituelle parce que Oraille, plusieurs auras, courant lumineux, il y a déjà cette connotation-là. Et puis, on y passe, c'est un lieu de vie. C'est un endroit où on se sent bien, donc on a l'atelier, le jardin. Aujourd'hui, on est vraiment axé sur l'atelier pâtisserie, mais pourquoi pas développer d'autres activités autour de ce que nous, on sait faire, du bien-être, de l'aspect sain, de l'environnement, etc. Une saveur... j'ai envie de dire les herbes aromatiques qui sont en train de pousser dans mon jardin en ce moment, qui embaument du coup le jardin et qui font notre plaisir au quotidien, parce que du coup, on les utilise beaucoup dans nos préparations à l'atelier pour nos recettes. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, t'aimes bien utiliser des herbes aromatiques dans les desserts ? Oui, exactement. Donc, après, moi, dans ma démarche globale, pour mon premier pilier, c'est de diversifier. Eh bien, je vais aller utiliser des légumes, des racines, des herbes aromatiques, évidemment. On va travailler des farines, des sucres, etc. Donc, j'ai à cœur de travailler avec des nouveaux ingrédients qui amènent des nouvelles textures, des nouvelles saveurs, des couleurs aussi, parce que quand on travaille la betterave ou la carotte, on va avoir aussi des couleurs assez jolies. Je pense au marbré chocolat, betterave par exemple. Donc moi, je trouve ça génial, et du coup, on va, par cette démarche de diversifier ce qui sera très intéressant pour le plan nutritionnel, on va aussi ramener des saveurs qu'on n'avait pas forcément avant, en pâtisserie, des saveurs douces. En ce moment, par exemple, les légumes d'hiver, on a la courge, le butternut, la carotte, etc. Des choses que j'ai travaillées pour réaliser les pâtisseries Veggelicious au mois de décembre en live, et c'était hyper intéressant. Ça, on en reparlera un petit peu après parce que j'ai plein de questions sur ce sujet. Mais du coup, si on revient sur les saveurs de ta toute première création. Moi, je pourrais d'abord nommer qu'il y a quelque chose qui m'a réveillée en fait. Je fais juste cette petite introduction. J'ai passé 1 an en Australie, j'ai travaillé en pâtisserie, et quand je suis rentrée en France, j'étais un peu perdue, mais j'ai quand même repris mes études précédentes. Et puis, il y avait quand même des questions importantes. Je me rendais compte que j'étais pas dans la bonne voie, et bim, je m'arrête devant une pâtisserie. À ce moment-là, je suis dans le sud, je suis à Marseille, et je goûte une pâtisserie qui est une de mes meilleures pâtisseries, celle que j'adore, c'est l'Opéra. Et donc, je pense que vraiment, tout a commencé vraiment... ça a été le déclic en tout cas, et donc du coup, ce qui
pour moi, c'est l'association café-chocolat par l'opéra qui en fait un peu incarne le début de ma carrière, cette espèce de... ce déclic dans le milieu de la pâtisserie. Et justement, la dernière création, elle avait quelle saveur? Est-ce que tu reprenais ce café chocolat ou... Là, je suis beaucoup dans les agrumes en ce moment. Donc, agrumes tonka, par exemple, tu vois. Évidemment, on travaille en saison. Donc là, en ce moment, c'est très intéressant d'aller travailler la fraîcheur de l'agrume avec le citron caviar, la clémentine, l'orange, le citron vert. Donc, je suis autour de ces saveurs-là en ce moment. Et c'est lequel ton agrume préféré? Parce qu'il y en a vraiment plein de toutes sortes, à tous les goûts. J'adore plusieurs agrumes. Enfin, je les adore tous. Est-ce qu'il y en a un qui... J'aime beaucoup la clémentine. Je trouve que c'est une saveur douce, une saveur... je trouve qu'elle exprime beaucoup de choses, la clémentine. Elle est délicate et par exemple, je l'ai utilisée d'ailleurs pour le dessert de la Coupe du Monde en accompagnant avec le yuzu et la vanille. Et après, on parlera justement du processus de création. Je t'expliquerai un peu comment j'ai créé. Mais en tout cas, oui, la clémentine, c'est un fruit que j'adore, un agrume que j'adore. Et j'ai aussi eu, parce que je ne peux pas m'arrêter à la clémentine, mais la main de Bouddha, qui est vraiment exquise aussi, qui amène des notes... très particulière et puissante que tu peux pas retrouver ailleurs. La bergamote également, moi je trouve que c'est encore aussi autre chose. Et puis évidemment le citron caviar. Ça c'est la petite texture qui va bien. Donc non, voilà, il y a pas qu'un agrume je pense, mais cet ensemble-là me paraît très intéressant en pâtisserie. Et du coup, t'aimes bien les mélanger justement pour avoir la texture du citron caviar, la douceur de la clémentine, je sais pas, justement, faire un mix de tout ça? Oui, tout à fait, exactement. Des desserts aux agrumes, on peut tout à fait utiliser plusieurs agrumes et y travailler différemment certains agrumes. Parce qu'après, ce qui va être intéressant pour le consommateur, ou le client qui va goûter, qui va déguster la pâtisserie, ça va vraiment il faut vraiment aussi qu'il arrive à distinguer. Parfois, nous, en tant que pâtissier, on est un peu dans notre délire de création, puis en fait, derrière, en dégustation, on sent un mix acidulé, mais en fait, donc l'intérêt va être vraiment de sublimer chaque agrume. Par exemple, voilà, quand on parle de citron caviar ou bergamote, etc., ce sont vraiment des choix orientés. On n'est pas juste sur de l'orange ou du citron. Donc, c'est important de le travailler, mais de le travailler à chaque fois un peu différemment pour qu'on puisse découvrir dans la pâtisserie, on puisse reconnaître en tout cas toutes ces saveurs. Ouais, du coup, en fait, tu vas plus te concentrer sur un dessert avec vraiment... où la saveur centrale, ce serait de la bergamote, et autour, t'ajoutes justement des éléments qui vont permettre de... Oui, alors en fait, donc tu peux, voilà, alors après, ça, si tu veux, on pourra rentrer, je sais pas si tu veux qu'on rentre dans le processus de création, on peut y aller. Donc moi, en fait, quand j'ai été devant ma feuille de route, ma feuille blanche plutôt, pour la Coupe du Monde, j'avais à cœur de travailler les fruits de saison. Donc ça a été le débarrage. Et puis, ensuite, j'ai commencé à tirer un trait et je dis, bon, ok, la clémentine... Et ça va être la star de mon dessert. Et je vais travailler en yin-yang. Donc en fait, le yin, quelque chose de très... le yin, c'est féminin, donc c'est douce, etc. Et le yang, quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc le yin, j'ai décidé de me dire, bon, qu'est-ce qui va bien avec la clémentine, qui va lui amener de la douceur, la vanille. Et le yang, ça va être la chose la plus puissante, ça va être quelque chose qui va la révéler, ça va être le yuzu. Et donc en fait, à partir de là, je sais pas comment ça m'est arrivé. Après, je pense que j'ai toujours un peu ces connexions, soit spirituelles, soit asiatiques, médecine chinoise et autres, qui m'ont amenée en tout cas sur ce terrain-là. Et du coup, aujourd'hui, je crée dans cette direction, avec toujours ce yin-yang, donc cette triptyque de saveurs. Après, ça ne dit pas que je rajoute pas d'autres saveurs, mais en général, vraiment, quand tu goûtes un de mes desserts, on est vraiment autour de trois saveurs, dont une phare. Et donc du coup, la clémentine, je vais au démarrage, quand j'ai rien créé du tout, peut-être j'ai un visuel en tête, mais j'ai pas du tout l'intérieur ni ce qui va composer le dessert. Je vais dire, bon, alors la clémentine, qu'est-ce que je peux faire? Un sorbet, une compotée, une infusion, etc., etc. Un jus, un gel, etc. Et puis après, je vais voir comment je la marie à des moments. Par exemple, du coup, le sorbet, c'était sorbet clémentine yuzu. Il y avait une ganache des vanilles ou une chantilly vanille, je sais plus. Enfin voilà, il y avait donc j'ai commencé en fait à créer comme ça, et donc j'imaginais ce que j'allais manger. Voilà, je me dis qu'est-ce que je veux dans mon dessert, quelle dégustation je vais avoir. Un peu comme quand je mange cet opéra et que j'ai dans une cuillère toutes ces saveurs, toutes ces textures. Les personnes vont ils vont goûter ce gâteau dans sa globalité. Qu'est-ce que je veux qui arrive en termes de dégustation pour le jury à ce moment-là. Et donc du coup, je vais... donc c'était... et puis voilà, ça m'a pas quittée.
C'est super intéressant justement cette notion de yin et yang, et à chaque fois associer 2 saveurs qui sont complémentaires. Bah oui, parce qu'en fait, du coup, elles vont bien ensemble, mais il y en a une qui va vraiment être là pour... Elles ont 2 tâches différentes. Il y en a une qui va vraiment être là pour révéler la clémentine, parce que parfois, voilà, en plus, on essaie d'avoir des produits réguliers, mais des fois, tu peux avoir aussi une clémentine qui est un peu palote, une clémentine un peu... Voilà, bon. Donc, en fait, tu vas vraiment avoir besoin d'avoir un support, pour moi, qui va venir la révéler, la sublimer, dans quelque chose de vraiment... peps, quoi, enfin, fort... Parce qu'il faut vivre quelque chose. Quand tu goûtes une pâtisserie, il doit se passer quelque chose. Donc, mais si c'est que acidulé ou si c'est que peps, tu peux aussi vite t'ennuyer. Et du coup, il y avait cette notion aussi d'envie de rajouter quelque chose de très onctueux, très doux, très enveloppant, qui amène aussi un peu la saveur umami, tu vois, cette envie de replonger en fait dans le gâteau, parce que du coup, si tu vois bien, t'as à la fois, par exemple, tu vois le baba dans un sirop acidulé, très souvent, avec ce petit rhum qui va bien, t'as cette crème très onctueuse qui va bien, du coup le baba, il n'irait jamais sans la crème, tu vois, et cette crème onctueuse qui arrondit, donc du coup, l'équilibre après des deux est important, parce que du coup, si t'as plus assez de crème pour finir, tu vas être frustré. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est ça qui prime aujourd'hui dans le processus de création. Et ça représente quoi pour toi la pâtisserie ? C'est un moment de partage, c'est quelque chose, c'est le don de soi, d'une certaine façon. C'est envie de faire vivre une émotion. Pour moi, c'est un travail si précis, avec une analyse complexe. C'est pas juste alors en cuisine, tu vas avoir la même démarche, bien sûr, mais il y a vraiment un processus technique, chimique, assez complexe. Parce qu'entre l'idée, par exemple, que tu peux avoir de ce que tu vas faire goûter et la dégustation finale et atteindre ton objectif, il va peut-être parfois se passer un peu d'essai. C'est pas quelque chose que tu peux improviser sur le vif, mais c'est quelque chose qu'il va falloir imaginer. Donc évidemment, comme il y a tout ce process, eh bien, il y a cette envie derrière d'amener l'autre à vivre une émotion, à partager la signature de plusieurs accords. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis, de nourrir l'autre aussi, moi, c'est aussi très important, au-delà de l'émotion, parce que quand j'ai commencé la pâtisserie, c'était vraiment ça qui initiait mon choix, c'était vraiment offrir une émotion par une sorte d'œuvre d'art, qui à la fois est composée de saveurs, donc qui va révéler quelque chose gustativement, mais en plus de ça, donc donner du plaisir, mais visuellement aussi va t'apporter quelque chose. Et ensuite, quand j'ai avancé dans ce métier, je me suis rendu compte aussi que c'était important de nourrir. Et on avait dans les mains de la matière première, des ingrédients, de la nourriture, et j'ai eu envie en fait de me rapprocher de ce qu'étaient initialement ces ingrédients étaient faits pour, donc nourrir. Et donc du coup cette notion de bien-être, l'aspect sain, engagé, etc. que j'ai eu est venu de façon très naturelle, et donc ça complète en fait aujourd'hui quand je travaille, ça fait partie intégrante du processus de création. Je ne crée pas juste avec des ingrédients de base, mais je vais aller chercher aller travailler avec des légumes. Et d'ailleurs c'est très important, je trouve, de faire un peu de focus là-dessus, parce que je vais peut-être partir un peu sur un autre sujet, mais en tout cas on parle beaucoup du sucre en pâtisserie, c'est un peu l'élément à abattre aujourd'hui. Les médecins, le corps médical accusent beaucoup le sucre et de ces maux. Ce qui va être intéressant de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe au moment où on mange du sucre. Alors déjà, quel type de sucre? On est aussi à même de pouvoir choisir des sucres à bas indice glycémique, donc des sucres en fait qui vont réduire, qui vont avoir un impact moindre sur l'organisme de par le pic d'insuline qui va être sécrété. En fait, quand tu as un sucre à bas indice glycémique, tu vas avoir une sécrétion d'insuline qui va être moindre que si tu as un sucre à haut indice glycémique. Donc ce qui va être intéressant de savoir, c'est que parfois, le sucre blanc de betterave, on va l'utiliser également. Le sucre complet, même quand tu prends du sucre complet de canne, ça a aussi un haut indice glycémique. En revanche, tu vas sur un sucre de coco, sucre de palmier, etc., tu vas avoir des indices glycémiques plus bas. Mais bon, moi, dans ma démarche, on utilise tous les sucres. Donc, ce qui va être intéressant de comprendre, c'est pour réduire ce pic, qu'est-ce qu'il faut? Et en fait, on se rend compte aujourd'hui, scientifiquement parlant, puisque je m'intéresse beaucoup à l'innovation, eh bien que les fibres couplés au sucre vont réduire, tu vois, ce pic d'insuline, donc ne vont pas avoir cet effet domino négatif dont on parle, et donc c'est hyper intéressant aujourd'hui, c'est même central de s'intéresser à rajouter des fibres en pâtisserie, soit des fibres alimentaires, donc comme
comment on pourrait appeler ça, un complément alimentaire que tu vas rajouter. Moi, je pense tout de suite à Cabosse Nature qui a mixé, tu vois, ces cabosses et ça fait de la fibre alimentaire naturelle. Et au lieu de les laisser pourrir au pied des cacaoyers, parce qu'il y en a tellement, autant en prendre une partie pour l'alimentaire. Donc, réimpacter ça dans notre pâtisserie, ou bien le légume qui va aussi amener de la fibre. Et on se rend compte que, donc, du coup, couplé à la fibre, tu vas avoir un effet plus intéressant, moins néfaste pour ton corps. Donc tu vois, ça c'est des territoires aussi sur lesquels moi j'aimerais engager la pâtisserie demain pour l'aider à continuer à offrir du plaisir aux gens, parce que c'est sucré la pâtisserie, c'est de la gourmandise sucrée, mais comment du coup on arrive et on craque un peu l'équation de on se fait plaisir sans se faire du mal. Et donc ça, c'est tout le travail que j'opère aujourd'hui. Ouais, il y a vraiment une dimension scientifique, toi, dans ta pâtisserie, qui essaye de voir comment, enfin, dans cette dimension de bien-être, mais justement qui est très très scientifique, où tu analyses ce genre de choses et tout. En fait, faut pas que quand on déguste, on se rende compte de ça, parce que ça doit quelque chose d'être très léger, très gourmand, et on doit rester sur un plaisir pas superficiel, mais un plaisir sur lequel on va pas commencer à travailler. Par contre, moi, en amont, j'ai fait ce travail parce que je promets une pâtisserie saine et bien-être. Et pour faire cette promesse, pour pouvoir respecter cette promesse, il est de mon devoir, en fait, d'aller questionner la pâtisserie, les ingrédients, pourquoi le sucre. Le sucre, j'en ai toujours besoin pour donner une saveur sucrée gourmande à ma pâtisserie, sinon c'est plus de la pâtisserie. Comment j'utilise? Est-ce que du coup, des fois, il y a des choses comme la date, la banane, ou certains fruits, ou même légumes comme la carotte, qui peuvent sucrer naturellement, mais des fois, ça ne suffit pas. Et pour faire certaines réalisations comme un caramel, je défie quiconque de faire un caramel avec une date ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des territoires innovants. Peut-être que on va réduire la date en poudre et on se rendra compte que ça pourra faire du caramel. Bon, en tous les cas, on est aujourd'hui sur un territoire d'innovation, on se rend compte qu'il y a plein de nouveaux ingrédients qui arrivent, on s'intéresse beaucoup au végétal, aux algues, etc. Comment les utiliser soit en tant qu'additifs naturels pour texturer, parce qu'on a besoin de texture en pâtisserie, soit pour ajouter quelque chose. Donc moi ça m'intéresse énormément parce que je pense que la pâtisserie de demain, en tout cas une des voies de développement et d'innovation va être sur ce territoire de mieux nourrir la population, les consommateurs, les amateurs. Toujours une promesse de gourmandise avec cet aspect sain. Et bien justement, donc on en a parlé. Maintenant, en deuxième partie, je voudrais vraiment revenir sur les saveurs qui t'inspirent. Et donc toi, comme tu me l'as dit, tu mets beaucoup de légumes. Là, dans les cours sur Orae, il y a prochainement un cheesecake citron vert céleri rave. Mais tu as aussi fait une galette potimarron orange. Comment est-ce que... cette idée t'est venue justement pour une pâtisserie plus saine, mais comment est-ce que c'était facile à mettre en place? Écoute, ça demande un peu de travail, mais quand tu as les bases de la pâtisserie... qui sont déjà des bases très solides quand tu les as, parce que c'est un long processus d'avoir les bases de la pâtisserie, ça veut dire avoir appris toutes les bases, les avoir réalisées plusieurs fois, comprendre les limites de chaque recette, voir l'impact de la farine, du sucre, etc. dans la recette, l'ordre des ingrédients. Une fois que tu as fait vraiment ce gros travail-là, du coup, t'es vraiment, entre guillemets, blindé pour pouvoir aller sur de nouveaux territoires. En tout cas, moi, c'est comme ça que mon parcours s'est dessiné comme ça, et je me sens très à l'aise sur le plan... scientifique, chimiquement parlant, pour pouvoir me dire, tiens, demain, on va les travailler avec un légume, on va peut-être enlever le beurre et les œufs, ou je sais pas, pour aller chercher, pour amener cet ingrédient, parce que du coup, souvent le légume va avoir un rôle de liant, et du coup, tu peux facilement te détacher du beurre, par exemple. Après, c'est pas que chaque essai réussit du premier coup, mais en général, on a une approche de plus en plus fine, on sait ce qu'un ingrédient peut amener et par quoi on peut le remplacer, donc du coup, peut-être le premier essai va pas être concluant, mais l'objectif, c'est vraiment gourmandise, que ce soit très très bon, que les textures soient très bonnes, mais voilà, mais on s'amuse beaucoup, ça fait partie du coup de mon travail aussi, de recherche et de développement sur ce nouveau secteur. Et au-delà d'utiliser un légume pour remplacer par exemple le sucre ou le beurre, est-ce qu'il y a aussi quand même le goût, est-ce que tu aimes utiliser un légume, par exemple, je sais pas, le potimarron, qui a quand même un goût qui est assez prononcé et qui peut être sucré, un peu justement. Est-ce que c'est ça aussi que... Tout à fait. En fait, dans le légume, tu vas avoir des saveurs hyper intéressantes. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est des saveurs très douces. Alors, en hiver, on a vraiment des légumes géniaux pour ça. Et tu vois, on va pas forcément l'utiliser tout seul. On va le coupler à un autre fruit.
avec la pomme par exemple, ça va très très bien. Et en fait, on va observer que ça va plus donner une couleur très orangée, très gourmande à la cuisson, puisque ça va compoter, ça va devenir vraiment un orange que tu peux même pas obtenir avec un autre fruit que ça, tu vois. Souvent, quand on va faire une pâtisserie un petit peu comme ça, disruptive, étonnante, etc., on va rester sur des saveurs. Une pâtisserie bien connue, cheesecake par exemple, tu l'as nommé. On va rester sur des saveurs, tu vois, citron vert, c'est quelque chose, voilà. Et puis, hop, on va rajouter un ingrédient nouveau qui va interpeller. Mais voilà, on va pas tout changer, on va juste changer un ingrédient et on va se rendre compte que mais c'est hyper intéressant parce que du coup ça donne de la texture, ça donne du moelleux, ça donne une saveur parfois un petit peu acidulée, un petit peu plus douce, etc. Enfin, les légumes d'hiver notamment sont vraiment sur ces notes-là et donc on va prendre beaucoup de plaisir. Alors je dis pas qu'on peut tout faire avec le poireau et tout, je ne me suis pas tentée encore. Les légumes d'été et de printemps sont un peu plus délicats à travailler. L'idée n'est pas d'intégrer tous les légumes évidemment, c'est de s'amuser et de respecter une promesse gourmande avec des super aliments comme les légumes, parce qu'on parle, tu vois, de super aliments comme certaines graines, la spiruline, etc. Parfois il y a des aliments plus simples, mais qui amènent tout autant de très bonnes choses. Et pour trouver justement ces associations, par exemple potimarron orange ou pomme, est-ce que tu t'inspires du salé ? Est-ce que c'est des choses que tu as pu goûter avant dans des restaurants salés ? Pas vraiment en fait, tu vois, si je veux travailler un légume, je vais le compoter par exemple dans un premier temps, le cuire, etc. Et puis je vais le goûter, je vais me dire tiens, avec quoi je vais pouvoir le marier ? Parce que, tu vois, le céleri rave, c'était évident qu'il fallait que, comme il était assez doux, un petit peu acidulé, mais très doux, j'ai dit, il va falloir vraiment, pour pas aussi avoir le côté vraiment légume, parce qu'on n'est pas sur une entrée ou un plat, on est vraiment sur la pâtisserie, il faut que je voulais vraiment le sublimer, mais vraiment avec le citron vert. Donc c'est vraiment le citron vert qui va venir en première ligne, et puis hop, dans le fond, tu vas avoir cette saveur douce, oui, légèrement acidulée du céleri rave qui est vraiment bien particulière. On connaît peut-être mal même ce légume, alors on peut le connaître un peu en purée avec un poisson, mais en fait c'est très doux. Et donc très vite, si tu mets un agrume de par-dessus, en fait tu lui casses un peu la tête. C'est la même chose quand je vais travailler une tourte pomme potimarron. Déjà je vais travailler le goût, je vais me dire tiens, voilà, la pomme ça va vraiment amener un côté rond, ça se rapproche, donc du coup on va presque les confondre, mais on va quand même sentir qu'il y a avec cette couleur en plus très orangée et cette douceur du potimarron bien à lui, ça va ramener quelque chose d'autre, donc une saveur un petit peu différente, mais sur des tonalités un peu pareilles. Et puis la pomme est rassurante. Après, c'est de se dire, alors, en quelle proportion je vais doser pour à la fois garder mon légume dans cette pâtisserie, mais pas qu'il prenne le dessus au point où elle nous a fait encore goûter un truc chelou, on n'a pas aimé. Donc l'idée, c'est vraiment de séduire, de convaincre, notamment aussi avec la crêpe que j'avais fait avec le dernier live avec sirop d'érable, tu vois, et c'était hyper bon, quoi. Et pareil, la pomme, je trouve que elle est hyper intéressante, tu vois, tu peux même travailler sur des pommes différentes, la pomme granny, la pomme suisse, enfin, tu peux vraiment aller travailler sur des... Je crois qu'aujourd'hui, il y a tout à faire, il y a beaucoup de... Sur Internet, t'as parfois des recettes qui sont données, donc ça peut donner des pistes, parce qu'il y a des gens qui tentent des choses, donc c'est intéressant. Et puis après, c'est à toi de doser pour... voilà, être vraiment sur une promesse de gourmandise. Et toi, quand est-ce que tu l'as tenté ? Est-ce que dès le début, tu avais envie de travailler les légumes, ce genre de choses, ou c'est venu après ? C'est venu progressivement plutôt, je dirais, parce que j'avais à cœur, je savais le pouvoir du légume dans la pâtisserie. J'avais commencé à travailler un petit peu, mais c'était pas assez... C'était délicat, c'était pas... Comme j'étais en recherche d'intégrer plein de nouveaux ingrédients, en fait, j'avais pas forcément fait de focus plus que ça sur le légume particulièrement. Et c'est effectivement la fin, le confinement qui m'a amené et puis les échanges que j'ai eus avec la Fondation Bonduelle, avec qui déjà je travaillais et j'échangeais, qui m'a amené à dire mais tu sais, on n'a jamais travaillé avec les vraiment, enfin on n'a vraiment jamais parlé de l'importance du légume dans la pâtisserie, c'est bien fait, est-ce qu'elle pourrait apporter ? Et j'ai vraiment envie qu'on travaille là-dessus, donc faisons un live, 6 lives, chaque fois un nouvel ingrédient, donc un nouveau légume. Et puis on est parti comme ça, donc ça a été aussi pour moi l'occasion d'aller encore plus loin dans des recettes à la fois très simples, hein. Le brief était de se dire on fait des choses très très abordables que n'importe qui peut refaire à la maison, et en même temps qui interpellent et qui donnent envie d'être testé. C'est vrai qu'à chaque fois, moi c'est ça, quand je voyais crème brûlée panée ou ce genre de choses, je me dis tiens, c'est original, et je trouve que c'est vrai, en fait on le voit pas souvent. Souvent je trouve que c'est plutôt d'ailleurs des desserts à l'assiette qui vont utiliser des légumes, enfin moi je trouve. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'était assez original de voir des desserts plus simples, entre guillemets, comme tu dis, des desserts qui sont abordables et qu'on peut tous faire chez soi, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je vois, je me rappelle d'avoir goûté pas mal de desserts, en fait, qui
en pâtisserie avec du céleri, avec céleri pomme granny, ou même dans des pré-desserts aussi où il y a des... Parce que parfois tu vas manger chez des étoilés où les chefs de cuisine vraiment drive toute la partie même sucrée, et tu te retrouves avec des desserts de cuisiniers aussi où le cuisinier lui il a peut-être même plus ça encore dans les papilles que nous, et il va dire tiens si on travaillait tel légume, telle racine avec tel... Et donc parfois c'est étonnant, mais en tout cas ça permet de déguster et découvrir des signatures de chefs. Et puis voilà, je pense qu'aussi le lien entre la pâtisserie et la cuisine, avant c'était vraiment scindé, il y avait une sorte de deux univers très différents, diamétralement opposés, qui un peu s'opposaient, et puis il y a quand même eu une évolution où des deux côtés, il y a un intérêt de travailler ensemble. Tiens, mais fais-moi goûter ce que tu as fait. Ah, mais c'est hyper intéressant. Purée de patates douces à la vanille, etc. C'est des choses qui sont délicieuses. Donc. Et puis sur un dessert palace, étoilé, etc., on a envie d'être ambitieux. On n'a pas envie de proposer un dessert très classique. Donc c'est là où on va aller peut-être mettre toute notre audace dans ce dessert à l'assiette qui en plus est quelque chose de très éphémère, avec lequel on peut jouer sur des mousses, des choses très légères, des sorbets que tu pourrais pas découvrir dans une pâtisserie classique. Oui, complètement. Et donc justement, toi, tu fais aussi beaucoup de desserts très sains, c'est ce que tu le dis depuis tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire de la pâtisserie haut de gamme qui reste très saine ? Parce que oui, on peut utiliser des légumes pour remplacer du beurre, etc. Mais quand même, dans la pâtisserie haut de gamme, on est quand même habitué à avoir des crèmes, de la mousse et quelque chose, je sais pas, de très onctueux. Qu'est-ce que ça change et comment est-ce que tu fais ? En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Du coup, tu vois, par exemple, là, tous mes biscuits, je suis en train de les retravailler avec les légumes. Je suis en train de revoir un peu toutes les bases parce que c'est un peu toujours les mêmes ingrédients dans les bases de biscuits. Et je trouve que du coup, c'est bien quand on en fait un ou deux et que mais après, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin pour amener même dans le biscuit déjà des textures un peu moelleuses, un peu humides, par la carotte qui amène quelque chose de vraiment hyper bon. D'ailleurs, si tu gardes un moelleux hyper longtemps avec la carotte notamment mixée dans un biscuit, etc. Donc c'est hyper intéressant. La pâtisserie justement haut de gamme de luxe a cette obligation presque d'innover, de grandir, d'évoluer, de se questionner, etc. Parce que qui dit haut de gamme dit excellence, dit pousser les limites, dit aller chercher de nouvelles textures. Aujourd'hui, c'est pas comme il y a 10 ans, toutes les recettes sont partout. Si on a envie de refaire le grand dessert d'un grand chef, c'est assez simple. En tout cas, d'avoir accès aux recettes. Après, il faut mettre ça en œuvre. Mais toujours est-il que aujourd'hui, pour moi, et c'est pour ça aussi, il y a 5 ans, j'ai eu cette démarche-là, c'est quelle est ma valeur ajoutée ? Parce que juste changer de visuel et faire un visuel un petit peu plus sympa, rigolo, attrayant, est-ce que c'est ça le luxe, tu vois ? Est-ce que c'est que ça ? Oui, ça fait partie. C'est en fait, pour moi, la pâtisserie doit être gourmande et esthétique. C'est le prérequis, c'est la base, ça fait partie de sa définition. Mais pour moi, il était en tout cas important de questionner, surtout quand on est dans l'excellence, on parle de pâtes, moi c'est quand même là où j'ai grandi, d'avoir une attention très particulière sur les ingrédients que tu vas utiliser, d'où ils viennent, etc. Quand tu vraiment analyses l'état actuel des choses, plein de chefs reçoivent, de par l'organisation qui est mise en place, etc., des sacs de farine, etc. Parfois, on ne sait pas d'où ça vient. Je ne dis pas que c'est tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui s'interrogent sur les origines, etc. Mais pour moi, si on parle de luxe, si on parle de haute pâtisserie, etc., qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce que vous y mettez ? Quels sont les types de sucre ? Quel est votre fournisseur ? Comment il a été fabriqué ? Parce que c'est quand tu vas manger chez un étoilé, le chef va avoir à cœur de te dire je travaille avec tel producteur au niveau du poisson, au niveau de la viande, au niveau des légumes, etc. Eh bien, il a eu cette démarche déjà bien avant nous. Et en pâtisserie, je me rendais compte, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce travail, c'est qu'on n'avait pas du tout ce questionnement. Servir des fraises dans un palace en mois de décembre dans une chambre de luxe, est-ce que c'est ça le luxe de demain ? Non. Non, je pense pas, selon moi, que ce soit le luxe de demain. Je pense que ce luxe, il est à redéfinir. Il se redéfinit d'ailleurs, avec des valeurs de sens. Et c'est très important pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'un chef, quand il est aujourd'hui dans une brigade, qu'il dirige une brigade, en amont, il a un impact sur les fournisseurs. Donc ça veut dire que quand il choisit sa farine, son sucre, on sait qu'à la fin de l'année, ça va se calculer en tonnes. En tonnes de quelle filière ? Ensuite, il va... Évidemment, s'il est, selon ses valeurs et selon sa philosophie de travail, il va impacter ses équipes. Ces équipes vont ensuite, parce qu'on sait que dans les brigades, il y a la notion de très hiérarchique autour du chef, d'une équipe qui porte le chef. Donc si le chef a une vision des valeurs, etc., il va y avoir un impact positif sur ces futures pépites qui vont demain être eux-mêmes chefs. Et enfin, tu as le consommateur derrière qui a à cœur de se dire, je peux faire confiance les yeux fermés parce que je sais que ce chef
est engagé, ce chef fait ses choix en fonction de saisonnalité, il fait attention à ses déchets, il va travailler de façon cohérente. Pour moi, ça, c'est le luxe de demain. Donc, je pense que c'est un territoire d'innovation qui s'imbrique complètement dans cette dynamique de la haute pâtisserie française. Ouais, en vrai pour toi la pâtisserie c'est vraiment, enfin la pâtisserie de demain en tout cas, enfin même d'aujourd'hui, ça doit être durable, ça doit s'inscrire dans le développement durable, respecter les producteurs. Inévitablement sur la partie durable, sur la partie plus saine, après chacun aura sa signature. Moi je trouve ça génial aujourd'hui ce qui est en train de se passer parce que tu vas avoir, je viens de découvrir un nouveau mot, c'est pégan, de régimes entre guillemets qui s'associent, qui font pégan. Chaque chef a une histoire à raconter, un attachement à un terroir en se disant moi c'est 100% local, donc je travaille que avec à 30 km autour de chez moi parce que j'ai aussi la chance d'avoir, etc., des producteurs super. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir justement cette pluralité d'histoires. On va aller chez un chef pour son histoire, pour ce qu'elle raconte, il ou elle raconte, et on quitte en fait juste simplement la pâtisserie traditionnelle. Ça ne veut pas dire que la pâtisserie traditionnelle, un Paris-Brest, un éclair, etc., ne va pas coexister avec ça, mais c'est aujourd'hui une nouvelle pour moi scène pâtissière qui est en train de naître et laissons, tu vois, pour moi ça, ces chefs s'exprimer par rapport à leur histoire et ce qu'ils ont envie de dire et le sens qu'ils ont envie d'y mettre. Parce que pour moi, encore une fois, la pâtisserie, maintenant, aujourd'hui, n'est même plus la finalité. C'est un moyen de pouvoir vivre en accord avec ses valeurs. T'aimes bien aussi sur Instagram accompagner les photos de tes desserts des descriptions en fait des bienfaits des produits. Par exemple le matcha, c'est un antioxydant, ce genre de choses. Comment est-ce que tu réfléchis en fait quand tu crées ? Est-ce que tu te dis je vais utiliser le matcha parce que c'est un antioxydant ou est-ce que tu utilises les produits et après tu vois en fait tous les bénéfices qu'ils vont avoir sur la santé ? Alors moi j'ai une longue liste de super, de tous les ingrédients que j'adore utiliser. La première chose si j'utilise le matcha, ça va être parce que c'est la saveur qui va m'intéresser dans ce dessert, parce qu'en plus il va amener cette couleur un peu verte, etc. Donc ça va être très intéressant. Mais vraiment c'est d'abord le goût qui va primer. Après je travaille, je vais chercher dans ma bibliothèque du coup tu vois des ingrédients en me disant bah tiens je voulais travailler sur cette type de saisonnalité ou ce type de dessert ou cette forme. Et bien du coup, oh tiens, il y a une herbe aromatique qui me plaît beaucoup, donc je vais être sur des notes de jaune, d'or et de vert, du coup vert, etc. Hop, et donc je vais aller chercher dans ma bibliothèque ce qui va me permettre, tu vois, de répondre à ce dessert. Donc il y a plusieurs façons d'aborder la création, parce que parfois, initialement, ça va être une forme, initialement, ça va être l'association de couleurs, initialement, ça va être un produit ou une saveur. Mais voilà, en tout cas, j'ai ma bibliothèque de saveurs et du coup, je la connecte en fait à ce processus pour me dire tiens. Et donc, bien sûr, après, ce qui est intéressant pour moi, c'est aussi de révéler ces bienfaits. Tu parles beaucoup de couleurs depuis tout à l'heure. T'aimes bien faire des gâteaux très colorés ? Tu parlais du vert du matcha, du rouge de la betterave. J'aime bien voir ce qu'on va goûter déjà, tu vois, quand on te fait une promesse que ça va être un gâteau, je sais pas, à base de framboises, de fraises, d'agrumes, etc. Tu as envie quand même d'avoir cette couleur jaune, tu vois. Par exemple, moi j'aime bien travailler autour, je t'avais dit baba, agrumes et tonka. J'adore ce dessert, donc c'est un montage que je fais. Donc une ganache montée, un confit agrumes, un baba imbibé dans un sirop d'agrumes avec un alcool. Et je vais réaliser en fait un sort de glaçage avec un curcuma, tu vois, avec le curcuma qui va en fait naturellement, donc c'est un sorte de nappage en fait. Je vais même avoir encore des petits picots, des petits pics, parce que du coup tu mélanges jamais parfaitement, c'est jamais comme un colorant en poudre que tu pourrais acheter, mais c'est génial parce que du coup ça donne ce côté naturel et du coup tu as besoin d'avoir quand même la promesse de ce que tu vas manger. Tiens, jaune, donc ça va être peut-être autour de l'agrume ou du fruit exotique. Bon voilà, après t'as le descriptif, mais pour moi c'est important que ta pâtisserie, elle soit colorée. Et après, d'un point de vue plus technique, comment est-ce qu'on travaille c'est quoi la différence entre travailler un légume et un fruit ? Alors les légumes, tu sais que tu les utilisais beaucoup en purée, parce que les fruits, par exemple, dans des desserts, ça peut être très bon de les avoir en morceaux pour vraiment les sentir. Là, le légume, c'est un ingrédient comme de la crème, du beurre, c'est pas du tout... Oui, alors moi j'aime bien, c'est vrai que j'utilise beaucoup souvent en purée. Maintenant, parfois quand je le mixe, parce que de toute façon il faut bien le cuire, et après, une fois qu'il est cuit, tu peux faire une petite brunoise. Alors parfois moi je fais un mix des deux, c'est-à-dire que je mixe une partie, et l'autre en fait je vais la couper de façon un peu grossière pour avoir un petit peu de mâche. Le tout c'est vraiment pas de se rendre compte que tu
que tu manges quelque chose de bizarre. C'est plutôt de se dire, c'est très bon, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est intéressant, etc. Et là, tu révèles les ingrédients, tu fais, mais vraiment... Et si demain j'ai envie de faire un dessert super healthy, par quoi est-ce qu'il vaut mieux commencer ? Alors là, c'est savoir qu'est-ce que tu as envie de goûter, qu'est-ce que tu as envie de réaliser. Par exemple, si tu veux partir, je sais pas, moi, sur le cookie, on peut partir là-dessus. Alors nous, tu vois, on travaille beaucoup en vegan, sur toute cette gamme de produits, donc, sans apport de matière grasse ni d'œufs, parce qu'on se rend compte, et par les essais que j'ai faits, qu'en utilisant soit du légume, soit du fruit, soit de la purée, soit de la compote de pommes, etc., t'as vraiment beaucoup de moelleux. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de dire, bah tiens, on part sur le cookie. Le cookie, bon, bah c'est comme la recette initiale d'un bon cookie. Alors du coup, sucre simple, par exemple, bah tiens, si je prenais du sucre de coco, ou si je faisais une association de 2 sucres, tu vois, un sucre à la fois complet, un sucre de coco, ou un sucre roux, un sucre de coco. Quel type de farine il y a dedans ? Bah, simplement, déjà, tu remplaces la farine classique par une farine complète. Déjà, ça va être très intéressant. Pourquoi pas même mélanger 2 types de farine ensemble. Tu vas t'interroger aussi sur, par exemple, tu vois, nous, pour remplacer le beurre, on choisit une très très bonne margarine, avec des huiles vraiment clean. Il faut faire très attention aux margarines actuelles, il y a de tout. Mais il y a des très bonnes margarines. Elles sont rares, elles sont assez chères, mais elles sont très bonnes. Et couplées avec une huile de coco, par exemple. Et puis, on rajoute aussi pour avoir, tu vois, parce qu'on va pas mettre d'œufs, donc on veut un liant, on va rajouter de la purée d'amande, tu vois. Donc, tu vas dire, bah tiens, si je veux progresser, alors il y a plusieurs niveaux, déjà le sucre et la farine, c'est assez facile de les remplacer, voilà. Et puis après se dire, bah tiens, si je veux pas avoir de beurre, ou si je veux pas avoir, qu'est-ce que je pourrais mettre, donc tu vois, qu'est-ce qui pourrait du coup lier ma pâte. Donc ça peut être aussi, je pense, de la banane ou de la pâte de date, tu vois. Donc en fait, c'est de se dire, quel ingrédient, qu'est-ce que cet ingrédient apporte, et comment je peux le substituer. Alors des choses, voilà, des fois c'est simple, des fois tu te dis, attends, si j'enlève les œufs quand même, c'est pas évident, donc voilà. Et après, moi ce que je te conseille, c'est d'aller sur internet, parce que, où tu me demandes, je t'envoie des recettes, mais sur internet, t'as quand même beaucoup de gens qui partagent des recettes, et qui sont notées par les consommateurs, donc qui testent les recettes, et donc tu peux aussi facilement en fait te challenger, on va dire, sur des recettes plus saines grâce maintenant au réseau. Ouais, et du coup partir vraiment sur des desserts dont on a l'habitude de faire, qui sont assez simples, et essayer de les remplacer petit à petit, quoi. Oui, exactement. Et si je veux faire un dessert justement en utilisant du légume comme tu fais, est-ce qu'il y a un légume facile quand on débute ? La carotte. Ouais, la carotte c'est top. La carotte, tu vas même pas besoin de la cuire, tu vas la mixer du coup, et bien mixer, même si ça fait des tout petits morceaux. Ça c'est vraiment bien, et en fait ça se mélange très très bien en fait à une pâte. Il faut bien la mixer, mais en fait si elle est très bien mixée, voilà. La courgette aussi c'est vraiment très facile, tu vas l'éplucher par contre pour pas avoir le vert de la peau, mais si tu juste la chair, tu vas la mixer, ça va vraiment faire comme une purée blanche, et pareil c'est un liant génial quoi. C'est comme voilà, ça va te servir de beurre pour tes cakes. Donc pour moi c'est les 2 ingrédients les plus simples aujourd'hui à travailler, parce que tu vois même la betterave qui est intéressante, parfois elle peut amener une texture un peu dense, alors que je trouve la carotte, alors pour moi c'est toujours tu substitues en général le beurre en fait, le beurre et parfois une partie des œufs et tu rajoutes ça et tu vas avoir le moelleux. Bon, encore une fois c'est des recettes, soit tu les as testées, soit quelqu'un les a testées pour toi, t'as vu que c'était bien noté et tu vas les tenter, mais pour moi c'est les 2 ingrédients assez simples aujourd'hui en pâtisserie qui sont abordables pour n'importe qui. Et qu'est-ce qui fait le secret d'un bon dessert qui reste super sain ? Sa texture, je sais pas moi. Le secret d'un dessert super simple, en fait c'est un dessert qui va t'offrir une émotion, et en même temps qui va du coup te donner la sensation, pas une sorte de légèreté par rapport à une pâtisserie classique. Moi aujourd'hui je ne peux plus manger de pâtisserie classique, c'est vrai que je pense que j'ai changé mon alimentation, et le fait d'avoir vraiment quitté le côté crème pâtissière, dense dans une pâte à choux, je ne peux plus manger ça, je ne prends aucun plaisir à manger ce type de produit. Pourtant petite j'adorais ça, et je pense que après il y a eu tout un processus parce que physiologique où à un moment donné j'ai plus du tout mangé de sucre, etc., du fait d'un burn-out que j'ai vécu, et du coup pendant un certain nombre de temps je n'ai plus du tout mangé de sucre, et donc après quand je suis revenue à en manger j'avais du tout une approche complètement différente. Donc tu vois, il y a plein de choses que je pouvais consommer vraiment petite et qu'aujourd'hui je ne peux plus du tout. Mon palais s'est complètement transformé, mais donc du coup je pense que quand tu manges une pâtisserie saine, t'as vraiment ce côté léger, t'as vraiment ce côté de découvrir. Moi je pense que
et c'est là mon travail, c'est de focus sur la palette aromatique. Tu vois, quand on va, du coup, mon deuxième pilier là, de bien-être, c'est équilibrer les gras et les sucres, et notamment les sucres. On va, du coup, parfois diminuer, mais juste la bonne quantité pour vraiment que tu aies en dégustation, que tu n'aies pas quelque chose de fade, parce que sans sucre, il y a quelque chose de fade qui va arriver, mais on va vraiment focus sur la palette aromatique. Ça, c'est pour moi la promesse d'un gâteau bien fait, bien réussi. Quand tu vas avoir le sucre qui tapisse tout ton palais, pour moi, c'est une erreur d'équilibrage. Et encore une fois, c'est aussi très propre à chacun, puisque moi, je suis très sensible à ça. D'autres, peut-être moins. D'autres ont des attentes très sucrées. En tous les cas, une pâtisserie saine, pour moi, c'est une pâtisserie qui va laisser la place à la palette aromatique de s'exprimer au profit du sucre, qui pour moi est juste un élément technique de saveur, mais qui doit prendre sa juste place. Quel est l'ingrédient que tu adores travailler ? Tout à l'heure, tu parlais du chocolat. Je sais pas, est-ce que c'est un légume ? Est-ce que c'est un fruit ? En fait, ce que j'aime chez le chocolat, c'est qu'on peut être très créatif avec. On peut faire des décors, on peut le travailler de plein de façons. En plus, selon le type de chocolat que tu vas choisir, selon le pourcentage, selon l'origine, etc., tu vas avoir des saveurs totalement différentes. Moi, j'adore travailler les épices aussi, tu vois, le café ou la vanille, enfin, le café, c'est peut-être pas une épice, mais en tout cas, d'ailleurs, je sais pas à quel rang c'est rangé le café, mais en tout cas, les épices en général m'intéressent beaucoup. Je trouve que ça apporte vraiment plein de choses. J'ai pas vraiment d'ingrédients spécifiques, mais voilà, le chocolat, c'est vrai que c'est quelque chose de... Et la vanille, la gousse de vanille, évidemment. Et au contraire, un que t'aimes bien travailler, mais qui te donne beaucoup de fil à retordre. La famille des légumes, encore une fois, je vais y revenir, mais parce que du coup, c'est vraiment important. En fait, pour moi, je les adore, mais encore une fois, il va falloir bien les ajuster, bien les équilibrer. C'est peut-être la famille d'ingrédients qui va, entre guillemets, me demander une attention particulière pour justement ne pas rentrer dans quelque chose de trop salé ou de trop... cuisinier, parce que je trouve que à la fois c'est extraordinaire quand tu arrives à les combiner, mais ça peut être un fail si justement tu n'arrives pas du tout à les équilibrer avec une saveur intéressante, etc. Et pour terminer cette deuxième partie, quel conseil est-ce que tu pourrais me donner à moi qui suis pas pâtissière mais qui aime bien faire des desserts quand même, et que tu trouves qu'on donne pas assez? Déjà, si tu veux te lancer en pâtisserie, ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un métier technique. Donc déjà, avant toute chose, il faut avoir un équipement. Parce que ça, c'est important, on n'en parle pas peut-être là depuis le début, mais l'équipement est très important. Avoir les bons ustensiles, les bons outils pour bien travailler. Ensuite, c'est sourcer bien ses matières premières, avoir à cœur, je pense que tu auras à cœur de faire une jolie pâtisserie à la maison si tu sais que tu as fait une belle sélection de matières premières, que tu as mis ça dans des jolis pots ou peu importe, mais voilà, tu seras contente de sortir tes noisettes, ta farine complète, bio, je sais pas, t'as ton super sucre, ta vanille qui vient de je sais pas où, de Tahiti ou d'ailleurs, qu'on t'a donné ou que tu as trouvé ou que tu as acheté, enfin peu importe, et qui est très belle, etc. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qui va être important dans le processus de travail. Et puis après, c'est peut-être d'avoir des beaux livres à la maison, pour des bons guides qui vont t'aider à mettre le pied à l'étrier pour te lancer. Alors en troisième partie, je voudrais revenir un peu sur le questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, le Meurice où tu as exercé, en 3 saveurs, ça donne quoi? Alors, piment déjà, parce que ça pique. Ça pique parce que c'est l'excellence, c'est dur, c'est difficile. Donc oui, ça c'est clair. Ensuite, je dirais agrumes parce que fallait que ça peps aussi dans les saveurs avec Cédric. Et puis noisettes torréfiées parce que il y avait cette côté très gourmandise, mais très torréfiée parce que aussi Cédric, elle aime bien pousser la torréfaction. Il aime bien les saveurs assez... très peps, très extrême, très, très marqué. Et donc, je dirais ces 3 saveurs. Oui, donc c'est Cédric Grolet. Hein. Cédric Grolet, oui, tout à fait. La région de France qui t'inspire le plus en termes de saveurs, est-ce que c'est la Bretagne ou... Alors, la Bretagne, oui, m'inspire. Je sais pas s'il y a une région... Alors, moi, j'aime bien aussi le sud. Alors, j'aime beaucoup la Bretagne parce que c'est rond. Il y a le côté aussi un peu copieux, un peu, voilà, assez dense. On pense au phare breton, etc. Donc, c'est un peu mon enfance aussi. Mais j'évolue plus vers le sud, des notes peut-être plus légères, plus fruitées, plus épicées, plus aromatiques. Tu vois, je pense à la fleur d'oranger, des choses un petit peu presque... du bassin méditerranéen, tu vois. Les 3 épices que tu préfères utiliser, justement, tu me disais que t'aimes bien utiliser des épices. La vanille, ça c'est clair. Ensuite, la tonka. Et puis, la cardamome.
La saveur qui te fait le plus voyager? Peut-être la passion. Est-ce que c'est lié à un souvenir de voyage personnel ou... C'est très exotique. Moi, ça me fait beaucoup penser à Tahiti ou à un voyage que j'ai fait. Et puis Madère, d'ailleurs, dernièrement, où j'ai découvert d'autres fruits de passion. Je trouve que c'est vraiment... ça incarne vraiment l'exotisme, en fait. Il y en a d'autres, hein, mais la passion, c'est assez particulier, je trouve. C'est un fruit étonnant. Et t'aimes bien, justement, quand tu reviens de voyage et que t'as découvert des nouveaux fruits, les utiliser dans tes pâtisseries? Ça t'inspire, justement, tes voyages? Oui, bien sûr, ça m'inspire. Parfois, c'est un peu particulier. Il y a des fruits que j'aime beaucoup, mais je ne saurais pas les travailler. Je ne sais pas si les Français, enfin, en tout cas, les consommateurs ici, pourraient apprécier. Et des fois, c'est des fruits, je ne sais pas comment dire, pas très juteux, un peu plus denses. Il y a des types de bananes comme ça qui sont des bananes un peu, voilà, il y a beaucoup de matière, mais il n'y a pas beaucoup de sucre. J'ai déjà goûté, voilà, des agrumes assez intéressants, mais beaucoup de pulpe, mais pas beaucoup de jus aussi. Je sais pas, donc c'est des choses... en plus, donc là, tu peux pas vraiment voyager avec des fruits comme ça. Enfin, c'est très difficile de voyager avec des fruits. Et en plus de ça, vraiment, quand ça sort des fruits qu'on connaît nous ici, on peut être... Je suis contente que le kaki ait fait son entrée, tu vois. Le kaki a commencé à vraiment prendre sa place, parce qu'il a quand même ce côté un peu sucré, etc. Mais il a mis longtemps à venir, parce que c'est un fruit... Mais c'est difficile à travailler, parce que justement, c'est très très doux, le kaki. Ouais, c'est doux, c'est un peu sucré, ça a une jolie couleur... Ouais, on n'a pas l'habitude en fait de travailler ce genre de produit, mais c'est tout à fait possible. Encore une fois, pour plaire, il faut aussi être dans des saveurs reconnues, tu vois. Tu peux avoir une saveur un peu étrange, mais attention aussi, je sais, quand tu fais goûter quelque chose à quelqu'un qui a un palais avec un référentiel, voilà, il faut savoir doser son audace, mais ou alors être totalement audacieux sur toute la ligne, et dans ces cas-là, tu es dans la totale découverte, donc tu n'as plus aucun repère. Tout dépend encore une fois à qui tu t'adresses, parce que dans un dessert étoilé, tu es prêt à vivre l'expérience d'une quelque chose de déroutant. En revanche, quand tu vas dans une pâtisserie classique, t'es en attente d'avoir des saveurs assez... Mais en tous les cas, oui, c'est hyper intéressant en tout cas d'avoir ces fruits dans ta bibliothèque de saveurs. Encore une fois, ça nourrit en fait. Tu vois ton panel et à un moment donné, tu pourrais te dire, tiens, je sais pas comment travailler ce fruit, mais tu l'as goûté, tu l'as intégré, tu l'as mémorisé, et puis un jour tu diras, tiens, je vais, pourquoi pas l'utiliser pour, tu vois, autre chose. Et justement, si je te demande là tout de suite de créer un dessert avec du kaki, avec quelle saveur est-ce que tu l'associerais? Comme il est doux, il va falloir forcément lui ramener quelque chose d'un petit peu... Peut-être très dans l'exotisme du coup, et travailler peut-être avec je réfléchis... La mangue, tu vois, ce serait trop proche, parce qu'elle a parfois ce côté un peu doux, mais j'irais peut-être travailler sur l'ananas. Peut-être. Ouais, ou alors passion, peut-être. Passion, je sens passion kaki. Passion kaki, et après tu viendrais... travailler avec quelque chose de doux, quelque chose qui viendrait le révéler. Petite vanille, parce que du coup, tu viendrais amener de la douceur. Pourquoi pas, tu vois. Ouais, je pense que ça pourrait être sublimé comme ça. Alors maintenant, j'ai 5 dernières questions qui vont être assez rapides. Fruits ou légumes? Légumes. Smoothie ou latte? Parce que c'est 2 boissons que t'aimes bien réaliser, il y en a pas mal sur ton compte Instagram. Oui. Tout dépend du mood, mais je dirais smoothie. Coriandre ou basilic? Coriandre. Pourquoi? Les saveurs asiatiques. My God. Alors basilic évidemment, un grand classique, mais la coriandre. C'est peut-être aussi toute la symbolique de mes voyages aussi. Ça représente vraiment tout ce que... Ah ouais, non, c'est très fort. D'ailleurs, quand tu me parles de coriandre, il y a une autre épice qui me vient. Enfin, c'est pas une épice, ça va me revenir, ça m'a échappé. Citronnelle, voilà. Ah oui. Oh là là, citronnelle, coriandre. Non, mais moi, c'est des choses... coco, citronnelle, coriandre, voilà, c'est des choses extraordinaires. Les marquis de la durée ou Oraille? Oraille. Et plutôt bien-être ou gourmandise? Les deux. Capitaine. Bah écoute, merci beaucoup Johanna. Franchement, j'ai appris plein de choses et j'adore cette vision de pâtisserie bien-être, durable et comment tu vois la pâtisserie de demain. Merci. Parce que je trouve que c'est encore super novateur et ça se fait pas beaucoup. Donc c'était très intéressant. Je te remercie énormément. Merci pour ta confiance. Merci à toi. Alors maintenant, à vos fourneaux pour créer des pâtisseries aussi gourmandes que saines et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Pierre Chirac. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!